Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question, comme des millions de personnes avant vous et après vous, à quoi ça peut bien servir l'enseignement des mathématiques à l'école? Qu'est-ce qu'on apprend véritablement aux enfants et pourquoi c'est si important? Première réponse, les mathématiques servent à compter. N'importe quel enfant voit que les adultes ne s'amusent pas à faire des calculs de tête, et pour cause, hein, il y a beaucoup d'erreurs. Et ils utilisent des outils qui sont maintenant à disposition de tout le monde, hein, ne serait-ce que dans un téléphone portable. Donc deuxième réponse, les mathématiques, c'est pas que des chiffres, c'est pas apprendre que à compter, c'est aussi de la géométrie. On apprend à faire des droites, des cercles, et ça peut être utile pour construire sa maison, dessiner son jardin, etc. Mais on reste un petit peu stoïque sur ces deux réponses. Mais malgré tout, on voit que les mathématiques, en tout cas à l'école, c'est vraiment une matière reine et qui est très important. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Donc le but de cette vidéo est de clarifier cette interrogation de façon concrète, afin d'éviter à l'avenir toutes ces réponses qui manquent de bon sens. Premièrement, on va parler de l'école. Il est généralement admis que l'école forme les enfants et les prépare à construire leur avenir en leur ouvrant la voie d'un maximum de connaissances. Ce qui semble assez évident pour un grand nombre de matières enseignées devient soudain assez déroutant en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. À part les professeurs et les étudiants, personne n'utilise le compas. En tant que professeur, je m'efforce le plus souvent de rendre l'ordinateur familier à mes élèves. Malgré cela, je ne pense pas que le compas va disparaître, ce qui peut paraître effectivement paradoxal. À quoi peut bien servir le compas du coup, si personne l'utilise? Comme souvent, la contradiction ne se situe pas dans la conclusion, mais bien dans les hypothèses. Il semblerait que pour la majorité des gens, l'école soit avant tout un apprentissage de la vie et la source de connaissances. Un peu comme on s'imagine du temps de la Grèce antique, où les enfants des notables pouvaient bénéficier de savoirs à la pointe de leur époque, qui les mettaient automatiquement sur un piédestal par rapport au reste des mortels. Cette situation d'inégalité permettait de conforter la place de la minorité dominante sur le reste de la population. Cet élitisme est bien entendu encore présent, mais les temps ont changé. En effet, l'école n'est pas devenue simplement ouverte à tous, mais obligatoire pour tous. Si on rajoute en plus les progrès de télécommunication, on voit bien qu'un élève qui sait, en ayant accès à une certaine connaissance, n'est plus assuré de réussir du fait de la concurrence. Une entreprise ne demandera pas à quelqu'un de savoir juste compter, mais d'être le plus rapidement possible opérationnel, c'est-à-dire rentable, sachant qu'elle peut le cas échéant embaucher sur de grandes distances. Penser que l'école sert aujourd'hui à apprendre un métier, comme pour les apprentis, est complètement abusif. Je n'ai rien appris comme technique particulière dans mon école d'ingénieur, dont je me sois servi par la suite en étant chez Matra ou Airbus. D'ailleurs, les technologies qui sont utilisées dans ces grands groupes ne sont pas présentes dans les écoles puisqu'elles sont très chères et elles sont quasiment spécifiques à chaque entreprise du fait de la confidentialité, par exemple. Donc quel intérêt d'apprendre une technique particulière dans une école si le futur employeur a peu de chances de s'en servir? Il existe alors les stages, mais j'y vois plus un moyen pour la société de gagner 3 mois, voire beaucoup plus, de travail sous-rémunéré, voire pas du tout, sachant que le jeune stagiaire a pourtant déjà fait beaucoup d'années d'études. À quoi ça sert de lui faire apprendre encore sans le payer? Ces années d'études seraient donc inutiles? Pourquoi les entreprises continuent-elles à embaucher des employés surdiplômés si c'est pour tout leur apprendre? En fait d'éducation nationale, il faudrait parler de sélection nationale. Je comprends qu'on soit attaché à l'idée d'une école d'apprentissage, avec un maître entouré d'élèves motivés qui ont soif de connaissances. Or, à l'évidence, on ne peut que constater que la réalité est bien différente. La démocratisation de l'école est ce qui peut arriver de mieux pour un pays. Ce progrès est incontestable, car il augmente considérablement le niveau général. Mais il amène aussi, en France en particulier, un moyen très efficace de trier la population. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, comme la Finlande par exemple. Lorsque le système n'aide pas les plus démunis, on obtient une dangereuse machine à élite. Mais ce n'est pas le propos qui nous occupe pour l'instant.
on va revenir sur l'utilité des mathématiques. L'apprentissage des notions fondamentales pour s'insérer dans la société est peut-être observable au début de la scolarité, mais il fait vite place à une autre nécessité, celle de classer les nouveaux candidats. Regardons les 80% de réussite au bac. Ni plus ni moins. Contrairement à ce que veulent faire croire les médias en comparant d'une année sur l'autre les résultats des élèves de terminale France, une année ne sera pas meilleure qu'une autre parce qu'ils ont gagné 1 ou 2%. Pour des besoins économiques évidents, les effectifs d'écoles de BTS et d'université doivent être constants, par exemple. On ne peut pas se permettre d'être d'un coup à 70% ou même à 90, voire 100% une année, sous prétexte qu'une génération est moins brillante ou plus qu'une autre. Le baccalauréat n'est en fait que le premier grand concours que les élèves passent. Les études sont généralement un gage de qualité d'apprentissage et de travail, plutôt qu'un enrichissement des connaissances. Je considère que la période scolaire, ponctuée par des examens et des tests, sont l'une des plus dures de la vie professionnelle. En effet, relativement aux places proposées par la société, les étudiants doivent se hisser parmi les meilleurs en répondant le mieux possible sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou peu. C'est le tri sélectif par l'échec. On donne des sujets compliqués dans des domaines les plus vastes possibles et on regarde quel élève répond le mieux. À lui de montrer de quoi il est capable. Mais ceci ne serait pas choquant si tous les élèves avaient véritablement une chance d'y participer. Quand je vois des collégiens dont les parents, pour diverses raisons, ne peuvent pas les aider, et un système dit éducatif qui fait passer ces mêmes élèves en trop grande difficulté dans des classes supérieures, dans le seul but de s'en débarrasser en troisième, j'ai des sérieux doutes sur l'égalité des chances. J'aurais préféré vous annoncer que l'école arrive à combler un vide éducatif dans une famille, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Pour un enfant en difficulté scolaire, si les tuteurs légaux ne réagissent pas, alors son échec est inévitable. Évidemment, j'ai conscience des limites d'un système face à l'éducation parentale. Quelques heures de cours hebdomadaires ne peuvent pas, et n'ont pas pour vocation de remplacer la famille. Mais l'éducation nationale devrait au moins, dans un premier temps, signaler et souligner les problèmes que rencontre un enfant. Or, pour des raisons bassement politiques, ces cas gênants sont mis sous silence car ils nuisent à la réputation des établissements. Cette dure réalité que j'ai vécue en tant qu'élève, je la combats aujourd'hui en tant que professeur. Une fois que l'on a bien compris que l'école sert plus à sélectionner à l'échelle d'une nation qu'à donner une chance à tous, nous pouvons nous intéresser à une matière phare de l'école et qui illustre le mieux ce concept, les mathématiques. Donc parlons des mathématiques à l'école. Avant d'aborder le pourquoi, voyons le comment. Les mathématiques sont le symbole même de l'esprit logique. On part d'hypothèses, un énoncé, et on aboutit inéluctablement à une conclusion, la question. Entre les deux, on a construit un lien logique qu'on appelle une démonstration. Et contrairement à ce que la plupart des élèves pensent, le plus délicat étant surtout de comprendre la question. Ainsi, tout repose en mathématiques sur une seule notion fondamentale. Les causes donnent des effets, ce qui caractérise le plus l'être humain, pouvoir expliquer ou prédire des événements. En science, lorsque l'on pense avoir cerné les causes d'une expérience, et qu'on est capable de le reproduire ainsi en laboratoire, il y a de grandes chances que l'on soit devant une vérité. Mais pas toujours. En fonction de la complexité de l'événement, et surtout de l'approximation des mesures, la conclusion est régulièrement remise en cause, et les méthodes s'affinent au fur et à mesure du travail accompli. De plus, et c'est tant mieux, chacun a sa propre perception des événements, qui donne souvent lieu à d'enrichissantes discussions et débats qui ne font que progresser le savoir commun. En mathématiques, ce problème de personnalité est résolu. Chacun voit ou doit voir de la même façon. Prenons le fameux exemple philosophique du verre à moitié vide ou à moitié plein, qui départage les groupes des pessimistes de celui des optimistes, sans qu'il y ait d'accord possible. Les mathématiques, eux, mettent tout le monde d'accord, à égalité en parlant simplement d'un demi-verre. On comprend alors que c'est une des seules matières où il n'y a pas de discussion possible. L'énoncé d'un exercice doit être suivi à la lettre. L'interprétation n'a pas sa place ici. Peu importe s'il n'y a presque pas de rapport avec la réalité. Qui a déjà rencontré un triangle équilatéral en dehors de l'école? On est sûr en revanche que tout le monde a le même point de départ. Alors que dans la réalité, on s'acharne à retrouver les causes d'un événement
tel un inspecteur devant des indices. En mathématiques, on procède de façon inverse, en émettant des hypothèses et en prouvant des conséquences, ce qui a pour principal avantage de limiter les erreurs d'appréciation des correcteurs. Soit le candidat a juste, soit il a faux. Il peut y avoir plusieurs façons de répondre, mais elles traduisent toutes une seule vérité. Les avis personnels n'ont pas leur place en mathématiques. Seul compte la capacité de l'élève à s'adapter. On a vu que contrairement à la vie de tous les jours, on est face à une série de conséquences dont on cherche les causes. Les mathématiques nous apprennent à trouver les conséquences en connaissant les causes. On comprend donc que l'utilité est purement théorique et que la raison de l'enseignement des mathématiques est ailleurs que dans la vie quotidienne. Alors, quelle est l'utilité des mathématiques ? Un élève doué en mathématiques est reconnu comme une personne logique. Qualité très importante, car permettant de se rapprocher de la vérité. Mais un élève logique est-il toujours bon en maths ? Il suffit d'observer autour de nous, parfois nous-mêmes, pour se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Une personne capable d'analyser des situations les plus diverses n'aura pas forcément de bonnes notes en mathématiques. Encore faut-il qu'il y ait une accroche. La plupart des élèves n'adhèrent pas à la leçon et développent même une forme de dégoût par cette matière imposée qui semble ne servir à rien. On pourrait aisément remarquer qu'un habitant d'un autre pays qui n'aurait jamais suivi un seul cours de maths peut être parfaitement doué de logique, sachant survivre dans un milieu complètement hostile par exemple. Alors qu'une personne connaissant le terme de Pythagore sur le bout des doigts n'y tiendrait pas une semaine. Alors pourquoi cet enseignement est-il indispensable et prend d'ailleurs de plus en plus d'importance ? Que cherche-t-on à tester sur les candidats qui fait que l'on retrouve toujours une épreuve de mathématiques dans la grande majorité des examens ? À la base, les mathématiques servent à modéliser de façon parfaite le monde qui nous entoure. Je dis parfait, je veux dire surtout plus simple. Il est plus facile de se représenter la Terre comme une sphère qu'une espèce de boule un peu aplatie au pôle. Tout est question d'approximation. Suivant le degré de précision que l'on veut obtenir, on utilisera tel ou tel modèle mathématique, sachant que celui-ci ne sera toujours qu'une représentation. Une table d'1 mètre de large ne sera jamais rigoureusement égale à 1 mètre de large. Ne serait-ce qu'à cause des fluctuations thermiques qui font grincer les portes en bois en fonction de l'humidité. Je me rappelle de cette vitrine au Palais de la Découverte à Paris qui présentait une pomme posée sur une balance hyper précise. À mon étonnement, la valeur affichée de son poids ne cessait de diminuer. Les 6 ou 7 premiers chiffres étaient constants, du moins durant le temps de mon observation, mais celui des microgrammes, lui, décomptait comme des secondes. Cela était dû à l'évaporation permanente de l'eau contenue dans le fruit qui ne faisait que s'assécher. Donc, même un poids qui a l'air constant ne l'est pas. Dans la nature, tout est en mouvement et évolue au cours du temps. Les mathématiques sont donc un modèle simpliste de la réalité, qui permet ainsi d'émettre des lois, pouvant, toujours à une certaine échelle, expliquer ou même prédire des événements. Avant de trouver ces célèbres lois gravitationnelles, Isaac Newton était un grand spécialiste du calcul différentiel, qui correspond au domaine appelé aujourd'hui analyse en mathématiques. Dans le souci de toujours repousser plus loin la précision des formules, les physiciens actuels s'intéressent aux espaces vectoriels d'une dizaine de dimensions, comme la théorie des cordes par exemple, qui pourrait expliquer un certain nombre de phénomènes comme la masse dite sombre, indirectement observée par nos puissants télescopes. Les mathématiques sont donc à l'origine un outil purement théorique de la réalité qui permettent ainsi d'expliquer certaines observations. C'est d'ailleurs dans ce but que les mathématiques devaient être enseignées au début de la civilisation, comme une aide indispensable à la compréhension de notre environnement. Le fait d'assimiler la Terre à une sphère parfaite et les rayons lumineux venant du Soleil à des lignes parallèles permit au grec Ératosthène d'évaluer avec une bonne précision le diamètre de notre planète, plus de 200 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les ordinateurs font tous les calculs et tracent les schémas d'exploitation, comme le plan d'une maison par exemple. On voit que l'utilité de son enseignement est un peu floue, et que l'on apprend plus les mathématiques pour faire des mathématiques, que comme un outil servant dans la vie de tous les jours. Pourtant, son enseignement est bel et bien indispensable pour le progrès. Évidemment, je ne nie pas que les mathématiques permettent d'acquérir des méthodes utiles pour la vie. Apprendre à compter rapidement ou tracer des droites parallèles peuvent être bien pratiques dans certaines situations, mais je ne pense pas que ce soit indispensable pour bien vivre. Même quand j'étais ingénieur en calcul de structure, je ne prenais jamais mon stylo.
sauf justement dans le but de me tester. Je ne prenais jamais mon stylo pour calculer quoi que ce soit. Les équations sont tellement compliquées et surtout répétitives qu'il n'y a aucun intérêt à les réaliser autrement que sur ordinateur. Pourtant, le recrutement se fait essentiellement sur les mathématiques durant les concours d'ingénieurs. En première approche, il est normal de considérer important le fait de savoir résoudre soi-même des calculs simples afin d'en pratiquer des compliqués sur ordinateur. Mais le niveau exigé est tellement élevé que la question de son utilité se pose, y compris pour l'examen de professeurs des mathématiques comme le CAPES. J'ai dû apprendre des espaces hamiltoniens ou pré-hilbertiens afin d'enseigner que 3x plus 2x égale 5x à des collégiens. Les mathématiques servent avant tout à sélectionner les candidats, à prendre les meilleurs possibles. Mais les meilleurs en quoi exactement? Puisqu'on ne va pas leur demander de résoudre une seule équation ou de tracer un cercle. Qu'est-ce qu'un exercice de mathématiques? Pour comprendre sur quels critères on sélectionne les élèves, il faut savoir comment s'articule un exercice de mathématiques type. Chaque exercice de mathématiques a son propre environnement, ses hypothèses spécifiques, données par l'énoncé. L'élève doit absolument bien comprendre à la lettre près de quoi il s'agit, sans confondre ou même être influencé par quoi que ce soit. Ensuite, vient la question. Et comme dans l'exercice archi-connu de l'âge de Paul, le problème ne se situe pas à la question, mais dans la compréhension du texte. Pierre, Paul et Jacques sont 3 frères. Jacques, l'aîné, vient d'atteindre l'âge de la quinzaine supérieure, alors que ses 2 frères sont restés à la même. L'âge de Paul est égal à la moitié de la somme des 2 autres. De plus, si on additionne les 2 chiffres de son âge, que l'on multiplie par celui des unités de l'âge de Pierre, on obtient celui de Jacques. Question, quel est l'âge de Paul? Je mettrai la solution en annexe. La véritable question d'un exercice mathématique n'est pas celle qui est posée, mais celle-ci. As-tu bien compris l'énoncé? On s'en rend souvent compte lors de la correction, où les élèves, pour la plupart, s'étonnent de la simplicité du résultat alors qu'ils cherchaient une toute autre réponse. Regarder quelqu'un accomplir un exercice, c'est très facile et paraît bien évident, mais c'est une autre histoire quand on doit se débrouiller seul. Personne n'est là pour vous mettre sur la voie. C'est à vous de trier les hypothèses intéressantes, ou non, parmi un flot volontairement incompréhensible de mots. Dans l'exemple que je viens de citer, on remarque aussi que les mathématiques sont loin d'être la réalité. Aucun individu s'exprime ainsi. Salut, j'ai 2 fois l'âge de Paul. On comprend bien le désarroi des élèves qui se demandent alors pourquoi ils doivent répondre à ce genre de questions, où tout est fait pour les déstabiliser et que le problème est sans intérêt pour eux. La première qualité qui est testée dans une épreuve de mathématiques est celle de la rigueur, la faculté de l'élève à cerner le problème de façon ultra précise. Ce que l'on a ou ce qui manque dans un exercice, ce qui fait qu'il est différent d'un autre. Aucune impression n'est tolérée. On doit observer de manière la plus neutre possible, en faisant attention à toute ressemblance trompeuse. Les bords opposés de cette page vous semblent parallèles? Ils ne le sont que si le texte vous le dit explicitement ou si vous réussissez à le prouver grâce à une démonstration. Mais il n'y a pas d'avis à émettre. Cette première phase d'observation est, à mon avis, la plus difficile, car nous sommes toujours tentés d'inventer des informations qui nous arrangent bien. Pour au moins 2 raisons. Premièrement, le texte manque de clarté. Les mots utilisés ne sont pas tous courants et les phrases en disent le moins possible. Deuxièmement, le sujet n'est pas vraiment passionnant et on veut vite répondre pour s'en débarrasser comme d'un objet gênant. Le candidat doit donc faire preuve d'une grande capacité d'observation, sans perdre son sang-froid, comme on pourrait l'être devant un casse-tête dont on n'arrive pas à dénouer les fils alors qu'on vous dit que c'est évident. La tentation est grande alors de tout casser. Il faut donc respecter rigoureusement l'énoncé et analyser le plus sereinement possible le problème posé. C'est une technique que l'on acquiert clairement en s'entraînant à se creuser la tête sur un maximum d'exercices. Pour un concours, on ne recommandera jamais assez de faire, ou à défaut de lire, les épreuves précédentes dans des annales corrigées, dans le but principal de s'habituer au type de questions et limiter ainsi toute mauvaise surprise. La difficulté majeure étant, je le répète, la compréhension du texte, c'est-à-dire le point de départ,
du raisonnement et non pas le but qui est, lui, clairement défini puisque c'est simplement la question posée. Une fois que l'on a cerné l'environnement de l'exercice, alors le chemin est tout tracé. C'est la ligne droite vers le résultat, à la fois simple et solide. J'illustre souvent cette remarque à mes élèves par ce schéma. Lorsque vous venez de lire un exercice de mathématiques, vous savez tout de suite ce que l'on cherche. C'est ce qu'on appelle votre conclusion. Mais le problème, c'est d'où vous partez. Entre vos impressions personnelles, le vocabulaire non maîtrisé ou une erreur d'inattention, vous avez toutes les chances d'être à côté de ce qui est défini dans votre exercice, appelé aussi les hypothèses. Et quand vous êtes sûr de connaître votre énoncé sur le bout des doigts, les réponses viennent naturellement, logiques et limpides dans un chemin proche de la ligne droite. Malheureusement, les chemins empruntés en pratique sont souvent tout autres. C'est le voyage dans le brouillard, avec des réponses tirées à pile ou face. La plupart des candidats s'y engouffrent car ils se sont simplement trompés de port de départ. Il faut savoir alors se remettre en cause et tout contrôler avec un regard neuf et objectif. On ne résoudra un exercice qu'en s'adaptant à celui-ci, qu'il vous plaise ou non. L'erreur la plus fréquente, car naturelle, est au contraire d'adapter les hypothèses à soi, en changeant des données de l'énoncé par exemple. C'est cette principale qualité d'abnégation de soi qui est donc testée lors d'une épreuve de mathématiques. Tout le monde a le même problème et on regarde celui ou celle qui respecte le mieux la consigne qui lui est soumise. Le candidat qui essaie d'envelopper son ignorance avec des arguments flous sera très vite repéré. On pratique ainsi un tri simple et efficace entre des élèves rigoureux et volontaires et ceux qui ne s'accrochent pas assez. L'intérêt majeur des mathématiques est justement d'être particulièrement compliqué et inutile en pratique. En considérant qu'un élève qui arrive à résoudre un problème de mathématiques réussira à se sortir de n'importe quelle difficulté plus concrète et intéressante. Lorsque l'on pointe du doigt le manque de réalisme et d'application directe de l'enseignement des mathématiques, non pas des mathématiques elles-mêmes, qui sont les fondations de toutes les sciences. Au lieu de chercher des contre-exemples aussi fumeux les uns que les autres, comme cela sert à construire un mur droit, il faudra assumer une bonne fois pour toutes le but sélectif et le caractère hautement élitiste de l'éducation nationale à la française. Pour bâtir un mur perpendiculaire au sol, par exemple, il suffit de lever un fil à plomb et il n'y a pas besoin d'étudier 10 ans de mathématiques pour comprendre cela. Le but de l'enseignement des mathématiques. Les mathématiques, à partir du collège, servent bel et bien de tri sélectif. Ils permettent, de façon simple, d'obtenir une appréciation sur les capacités d'adaptation et de rigueur de l'élève. Qualité hautement indispensable pour réussir dans sa vie. Pour résoudre un exercice de mathématiques, il faut le savoir, se servir de 3 facultés vitales. Premièrement, observer. Deuxièmement, s'adapter. Et troisièmement, exploiter. Comme pour le voyageur qui arrive dans un pays inconnu, l'élève doit être capable d'observer chaque détail important et de garder ses opinions pour lui. Il peut alors comprendre et résoudre l'exercice, en d'autres termes, parler la langue locale, et arriver au bout de son voyage sans risque. Il ne s'agit que d'un test. Comme la vie n'est pas un exercice de mathématiques, autrement dit, on ne connaît jamais aussi précisément les hypothèses, être bon dans cette matière ne signifie pas forcément que l'on soit capable de s'adapter à tout. Nous connaissons tous des exemples de personnes qui semblent réussir qu'en mathématiques, mais qui éprouvent quelques difficultés à affronter la vie réelle, comme lors d'un entretien d'embauche ou d'une tentative de séduction par exemple. Cela s'explique pour au moins 2 raisons. Premièrement, l'étude des mathématiques elle-même ne permet pas de développer son sens de l'imagination. La vérité n'est pas ailleurs, elle est sous votre nez. Il ne faut surtout pas suivre ce que l'on a envie. Tout ce qui compte, ce sont les hypothèses. À partir de là, aucune déviance ne pourra être tolérée. C'est le but même du test. Attention, j'ai bien parlé de l'enseignement des mathématiques, et non pas de la matière en elle-même, car les mathématiciens ont, au contraire, besoin de beaucoup d'imagination et de caractère pour trouver ces hypothèses justement. Cette recherche est d'ailleurs plus libre que pour les sciences physiques par exemple, qui sont toujours liées aux observations, contrairement aux mathématiques où on peut faire tout ce que l'on veut. Deuxièmement, les mathématiques, comme la plupart des sciences, sont très exclusives. Pour être fort, il ne faut faire que cela.
et parler un langage que peu de personnes comprennent. Là où d'autres matières comme le français ou la géographie, par exemple, vous ouvrent en permanence vers les autres, les mathématiques ont tendance à vous renfermer sur vous-même. Vous aurez les plus grandes peines du monde à faire partager la joie d'une démonstration à un non-initié. Mais à quelques exceptions près, un élève bon en mathématiques sera un travailleur digne de confiance, qui s'attachera à résoudre n'importe quelle situation, en s'appuyant sur des faits établis, et qui n'émettra pas de conclusions hâtives en voulant tromper son entourage. En gros, les longues études permettent de trier les plus travailleurs et les mathématiques, en particulier, sélectionnent ceux qui peuvent s'adapter à un maximum de problèmes. Pour l'exemple du mur à construire, l'enseignement des mathématiques ne va pas aider le maçon à utiliser le fil à plomb, mais garantira à son employeur qu'il le fera le plus rigoureusement possible. On comprend donc que l'intérêt des mathématiques n'est pas les mathématiques en elles-mêmes, mais c'est ce qu'elles impliquent directement. Ce constat est aussi valable pour les métiers scientifiques, où ce qui compte n'est pas ce qu'a appris l'élève, mais sa capacité à apprendre. Un diplôme d'ingénieur est un gage de faculté d'adaptation, plus qu'une quantité exhaustive de connaissances. Il y a très peu de chances pour qu'il utilise directement ce qui lui a été enseigné, puisque la plupart des entreprises sont par définition à la pointe de la technique. En recrutant un jeune ingénieur, la société est sûre d'avoir un employé volontaire, qui comprendra vite les méthodes de travail attendues. J'irai même un peu plus loin en affirmant que son sens acquis du sacrifice sera encore plus apprécié. En effet, je pense que dans la vie, dite moderne, la période la plus difficile est celle des études. On doit travailler au maximum, week-ends et vacances comprises, pour des raisons très floues, en répondant à des questions volontairement de plus en plus compliquées. Ce qui est à différencier avec la vie active, où tout est fait pour vous aider à remplir votre tâche afin que l'entreprise fonctionne au mieux. L'employeur essaie d'exploiter au maximum vos capacités, alors que durant les études, on ne fera que pointer du doigt tous vos défauts. Test oblige. Et si vous réussissez quelque part, on vous donnera des épreuves encore plus dures jusqu'à l'échec. Ce constat s'observe très bien chez les jeunes recrues des fast-food par exemple. On y accueille essentiellement des étudiants souvent frustrés de ne pas être reconnus pour leur mérite en leur donnant des récompenses en tout genre. Meilleur employé du mois, radio CD cadeau en fin d'année, mais rarement une hausse de salaire. Il est alors courant que le jeune abandonne ses amphithéâtres surchargés et impersonnels pour une activité rémunérée qui le met plus en valeur. Plus un élève est allé loin dans ses études, plus on est sûr d'avoir un candidat qui sera conditionné pour le travail et qui ne lésinera pas dans sa tâche. Ce qui explique pourquoi il y a tant d'offres d'emploi qui demandent des personnes surqualifiées. Ce n'est pas ses connaissances qui sont attendues, mais bien sa puissance de travail. Les études réussies en sont le meilleur gage. La société aéronautique où je travaillais à Toulouse avait pour habitude de recruter exclusivement des ingénieurs, alors que le travail n'était pas forcément du niveau Bac+5. Quand une crise mit en péril la prospérité de l'entreprise, on engagea des techniciens intérimaires du niveau Bac+2 pour faire les mêmes dessins sur ordinateur, mais moins cher. La différence se fit sentir lorsque ces derniers refusèrent de travailler le soir ou le week-end, ce qui est monnaie courante chez les ingénieurs qui sacrifient plus volontiers leur vie personnelle puisqu'ils ont pris cette habitude durant leur scolarité. Ceci est d'autant plus frappant qu'ils n'ont quasi aucune obligation car ils sont sûrs de retrouver du travail n'importe où. En conclusion, on se sert donc des mathématiques comme une épreuve très efficace pour sélectionner les meilleurs élèves. Les mathématiques sont la modélisation d'un monde parfait où toutes les personnes ne peuvent être que d'accord, ce qui explique son caractère universel au sens large du terme. Les sondes comme les voyageurs 1 et 2 emportent avec elles, aux confins du système solaire, en même temps que de la musique, des symboles comme le cercle et le triangle. On espère qu'un extraterrestre y verra un jour une preuve de notre intelligence. Pour l'heure, on utilise surtout les mathématiques dans l'enseignement pour avoir une évaluation rapide et précise du degré d'implication des jeunes dans leur travail. Ils vont devoir apprendre des définitions et des méthodes qu'ils n'utiliseront certainement plus jamais une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme. L'apprentissage des mathématiques n'a pourtant rien d'absurde. C'est une véritable garantie que le futur employé exécutera sa tâche en respectant les directives le mieux possible. Quand un élève réussit à s'adapter à des situations abstraites avec des règles intransigeantes, on
peut penser qu'il pourra réussir n'importe quel travail plus concret et pour lequel il sera en plus payé. Cette réflexion semble assez évidente et pourtant on ne l'entend jamais. Les élèves ont plutôt droit à cela. Les mathématiques servent à compter. On peut d'ailleurs aisément étendre cette réponse à beaucoup d'autres matières comme le français sert à bien parler ou l'histoire-géographie à connaître le monde. Comme si les élèves étaient restés à l'âge de la petite enfance où tout est fait pour les aider. Dès leur entrée au collège, ils se retrouvent dans des classes surchargées où ils ne peuvent plus s'exprimer en posant trop de questions. Et même si on les laisse passer dans les classes supérieures sans les ennuyer avec leurs lacunes, c'est pour mieux s'en débarrasser le jour du brevet. Tant pis pour l'enfant qui n'a pas de repère à la maison. C'est la faute à pas de chance. Je sais bien qu'un système éducatif où les jeunes sont suivis de façon personnelle coûte énormément d'argent et qu'il amène aussi d'autres problèmes comme un certain nivellement par le milieu. Mais il me semble très hypocrite et même indécent de parler d'égalité des chances et d'ouverture de l'école à tous quand il s'agit uniquement de différencier ceux qui suivent le système et les autres. Je pense évidemment que l'école ne peut pas tout résoudre, mais encore faudrait-il faire face aux problèmes plutôt que de fermer les yeux. Étant moi-même un produit de ce système, dont j'ai la chance de profiter, je ne suis pas forcément contre. D'autant que les perspectives de carrière pour un diplômé français sont très intéressantes, y compris à l'étranger où notre niveau éducatif est globalement reconnu. Mais ce système reste un système purement élitiste, avec des citoyens qui sont laissés de côté. Autant un élève modèle pourra pleinement s'épanouir, ce qui, je précise, est un bon constat, à nuancer avec le système américain, par exemple, où la réussite scolaire dépend beaucoup plus des revenus familiaux. Autant un enfant qui est en marge a très peu de chances de s'en sortir. Il n'y a pas à avoir honte de notre système éducatif, mais il me semble en même temps préférable de reconnaître ses limites. Si un élève n'obtient pas de bons résultats en mathématiques ou en français, ce n'est pas forcément qu'il ne sait ni compter ni lire, mais peut-être qu'il n'a pas réussi la sélection, tout simplement. Lui faire croire qu'on a tout fait pour l'aider et que malgré tout il n'arrive pas à avoir les bases pour comprendre le monde qui l'entoure, c'est l'enfermer encore plus dans ses difficultés en lui disant que tout est de sa faute. En préférant garder la tête haute, on refuse de reconnaître la réalité et on résume comme souvent des problèmes de société à une catégorie d'individus. On aimerait tous croire à une école qui donne une vraie chance à tous les enfants de s'épanouir et de réussir leurs rêves. Une école du savoir et de la connaissance, où les élèves ont soif d'apprendre tout simplement. On sait bien que tous les sujets qui touchent l'enfance sont de fait délicats, mais il faut, néanmoins, briser les tabous afin d'affronter la réalité et avoir ainsi un petit espoir d'améliorer un problème qui finira sinon par éclater en véritable crise. Le chômage touche essentiellement les jeunes à qui on reproche d'être sans expérience, donc non rentables, puisqu'ils sont, par définition, jeunes. Par conséquent, le niveau d'études exigé est de plus en plus élevé. Autrement dit, le nombre d'emplois étant de plus en plus limité, la sélection est donc de plus en plus draconienne. Ceux qui ont échoué aux examens sont alors qualifiés tout simplement de feignants ou d'individus à caractère violent. Ainsi, les problèmes de délinquance seraient dus à la personnalité de certaines personnes, mais pas du tout à cause du taux de chômage. Celui-ci atteint pourtant les alentours de 30%, sans parler de la baisse du pouvoir d'achat des bas salaires qui concernent en premier, rappelons-le, ceux qui commencent un métier. Je préciserai néanmoins que je ne cherche pas à justifier d'une manière ou d'une autre les actes criminels subis par les habitants des quartiers dits sensibles. La loi doit être la même pour tous et appliquée quel que soit le lieu. Je remarque juste que, curieusement, les casseurs de vitrines ont rarement des bulletins scolaires corrects. Or, il n'y a pas de contradiction pour qu'un malfrat désire comprendre l'univers dans lequel il vit. Il est dangereux de réduire ce véritable phénomène de société à un problème de personnalité qui toucherait comme par hasard des individus d'un milieu défavorisé. Je comprends bien que l'on ne peut pas à tout prix protéger les jeunes des maux de la société dont ils feront tôt ou tard forcément partie. Je voudrais en revanche que l'on arrête d'exacerber une cible facile car sans défense pour trouver une réponse extrêmement simple à une crise compliquée. La deuxième cible très populaire est l'éducation nationale, et plus particulièrement les professeurs. Car si les jeunes ne trouvent pas de travail en sortant d'école, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Ceci est peut-être trop évident, après tout. C'est juste qu'ils n'ont pas été assez bien formés. On prête alors à l'école un rôle qu'elle n'a pas, celui d'offrir une chance à tous, alors que la société dans laquelle elle se trouve n'en offre pas. Ce constat est tellement dérangeant
par rapport à l'image collective que les professeurs eux-mêmes ont du mal à se l'avouer. On n'éduque pas les élèves. On les garde en les sélectionnant de plus en plus tôt. La présence de contrôle de mathématiques en nombre aussi important et aussi répandu, quels que soient les cursus, en est bien la preuve. Je ne pense pas que le problème se situe dans l'enseignement des mathématiques, qui reste une excellente gymnastique de la réflexion. Il est normal d'avoir des mathématiques à l'école, car c'est un critère fiable d'excellence. Comme le professeur, ou plutôt le correcteur, l'élève candidat peut compter sur cette matière sans trop de risques de mauvaises surprises, car la marge d'erreur d'appréciation est faible. Soit la réponse est juste, soit elle est fausse. Il n'y a pas de différence de notation importante entre les examinateurs. En général, un élève sérieux et volontaire pourra y exprimer ses compétences sans redouter une appréciation subjective du correcteur. Être bon en mathématiques permet de montrer que l'on est capable de s'adapter à de nombreuses situations en étant le plus rigoureux possible. Son enseignement à l'école, en ce sens, est complètement justifié. Évidemment qu'apprendre à compter n'est pas le plus important. L'enfant doit surtout s'entraîner à bien observer tous les détails et acquérir ainsi une grande capacité d'analyse. Face aux améliorations technologiques et à la montée en puissance de l'informatique en particulier, il est aussi tout à fait logique que l'enseignement des mathématiques soit de plus en plus exigé. Il faut reconnaître que son utilité à l'école est principalement à but sélectif. Système dont on peut être difficilement contre, car tout à fait naturel, sachant que les places à l'arrivée seront forcément limitées. Le véritable problème n'est pas à ce niveau, mais bien global. La plupart des matières enseignées tendent vers ce but. On donne des cours toujours plus compliqués à apprendre. Et on regarde tout simplement ceux qui suivent. Jusqu'ici, il n'y a rien de scandaleux, mais pas non plus de quoi être particulièrement fier. Ce qui est vraiment choquant, c'est que les matières qui ne correspondent pas à ce schéma ont une place de plus en plus réduite, et qu'ils sont, à terme, menacés d'extinction comme l'art plastique, la musique ou encore l'éducation physique et sportive. Il y a même des matières que l'on soupçonne d'être subversives. Dans mon école d'ingénieur, le directeur de l'époque considérait ouvertement que les notes données par les cours de communication favorisaient les fumistes et les baratineurs. Il avait même demandé aux professeurs de cette matière de ne pas dépasser le 15 sur 20. Je sais bien que l'école coûte très cher, mais doit-on à ce titre réduire l'éducation nationale à une forme de sélection toujours plus précoce, avec des stages en entreprise de plus en plus tôt? Est-ce que les enfants doivent être traités uniquement comme des futurs éléments productifs de la société? Il me semble que cette responsabilité revient aux adultes par définition. Je finirai cette vidéo par une citation de Léon Schwarzenberg. Un pays dans lequel n'existe plus le soir une chambre dans laquelle un enfant apprend le grec ou le violon est un pays perdu.